Janvier 45, les Alliés butent depuis des mois sur la ligne Siegfried et les défenses naturelles de l'ouest de l'Allemagne. Et pour savoir la suite, eh bien, c'est ce qui est raconté par Daniel Feldman et Cédric Masse dans Les Campagnes du Rhin. Les Alliés entrent en Allemagne janvier à mai 1945. Il y a eu sur ce livre, et avec les auteurs, puisqu'on en a perdu un en route, bah oui, ça fait partie des dommages collatéraux. Malgré tout, c'est bien Daniel qui est avec nous. Salut Daniel. Bonjour. Amené par notre ami Monsieur Guillaume Bouilleux, historien et wargamer de son état, en plus de tout le reste. On est d'accord? Salut Guillaume. Salut, salut. Et comme on a fait 2 émissions taillées mais ciselées, une première sur la situation septembre-décembre 1944 et une deuxième conséquente et massive pour nous expliquer un petit peu, et encore on s'est retenu, j'imagine qu'on aurait pu aller bien plus loin, sur ce qui s'est passé de janvier jusqu'à mai et un peu au-delà en 1945. Et on s'est dit que autour de tout ça, il y avait des jeux, il y avait des livres, et pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, eh bien vous êtes bien ici puisque c'est maintenant. Alors en premier, forcément, en premier. Alors, en effet, bah oui, leur livre, mais c'est pas Daniel qui va parler de son ouvrage. C'est toi qui vas le Bah faire? oui, quand même. Oui, bah ouais, mais là, il va il est pas là, non tu plus vas en parler dire de que son ouvrage. tu vas en dire que du bien. Non, c'est que si j'avais du mal à en dire, je en aurais déjà parlé, on se D'accord. connaît. Mais en effet, la campagne du Rhin, ce qui est intéressant chez Economica, donc dans la collection campagne, ça y est, parce qu'il faut que je la retrouve. Les grandes batailles, c'est dans la collection donc Campagne et stratégie, est un ouvrage qui a, à mes yeux, un avantage, c'est qu'il est bien écrit. Si tu veux les regarder, ils sont juste là. Il est bien écrit cet ouvrage parce qu'il se lit de manière assez fluide et donc là on peut remercier en effet Daniel et Cédric pour leur travail. Donc on n'est pas dans un ouvrage trop roboratif. Il y a du rythme, c'est un langage qui s'adresse justement à des personnes qui veulent se sentir à l'aise avec le travail du matériau historique. Et j'ai trouvé ça très agréable. Ensuite, il y a une vision stratégique qui est décrite, c'est ce que l'on a aussi présenté durant l'émission. Donc, vous avez une prise de vue, une prise de hauteur qui vous est proposée. Et ensuite, on rentre dans les détails, bien évidemment, des opérations de destruction donc, de l'armée allemande à l'ouest et de franchissement du Rhin, mais sans jamais rentrer dans trop de détails non plus. Donc, on reste quand même connecté à une réalité stratégique, voire un petit peu opérationnelle, mais sans se perdre dans les détails. Et tous les sujets sont abordés puisqu'on avait fini l'émission en parlant bien évidemment de la question de Berlin. Donc c'est une belle surprise et en effet je crois qu'on a rarement eu un objet ou un ouvrage de synthèse sur cette campagne en langue française. Tout à fait. Ça fait partie d'ailleurs des choses que Daniel m'expliquait hors antenne. C'est un travail que vous menez, qui vous a pris, tu disais, 1 an et demi, 2 ans, quasiment 2 ans avec Cédric. Un travail d'épluchage de différentes archives militaires, archives historiques. Alors il y a, tu disais, françaises, anglaises, canadiennes, allemandes, mais il n'y en a finalement pas tant que ça. Il y en a eu de la perte. Et puis américaines. Il y a 5 nationalités derrière, donc autant de travail de recherche qui a besoin d'être fait. Alors, en fait, on s'est rendu compte très vite en travaillant sur le sujet qu'il n'existait pas de texte qui couvrait cette campagne, de texte complet qui couvrait la campagne dans l'historiographie depuis 1945, ni en français, ni en anglais, ni en allemand. Il y avait un trou. C'est pas une omerta, c'est juste que ça n'avait pas été fait. Ça n'a pas été fait. Et en fait, ce qui a été fait, et ce sont certains des ouvrages qui existent, ce sont des histoires officielles par certains des camps. Et on va peut-être pouvoir en afficher certains à l'écran. Par exemple, le livre de MacDonald qui s'appelle The Last Offensive, qui va apparaître. Dès que Germain l'aura trouvé, t'inquiète. Ouais. Et qui est un texte de l'historien officiel américain qui raconte ce que font les Américains. D'accord. Et à peu près, Point. oui, Point. il parle un tout petit peu de ce qui se passe autour. Et c'est un texte qui est très sérieux, très bien documenté. Donc il fait 600 pages, qui lui rentre beaucoup dans le détail. Donc il intéresse vraiment le spécialiste. En même temps, c'est une sorte de tour de force de l'auteur. Je suis plutôt admiratif de son travail, il n'y a pas de doute. Les Britanniques ont aussi écrit une histoire officielle qui s'appelle Victory in the West,
qui est donc le pendant sur ce que font les Britanniques. Alors voilà, ça c'est le dernier, le Canadien, D'accord. The Victory Campaign. Donc ils ne sont pas très nombreux les Canadiens, même s'ils jouent un rôle important dans la campagne. Et ils ont aussi écrit une histoire officielle. Ce sont ces 3 histoires officielles. Voilà le troisième, le britannique. D'accord. Ce sont des textes sérieux et qui sont finalement limités par leur périmètre, qui est leur cahier des charges De se s'occuper. cantonner à. Ouais, se D'accord. cantonner. Alors, Quand tu dis officiel, ça n'a rien de négatif. C'est pas Non. parce que c'est officiel que c'est réécrit ou quoi ou qu'est-ce. Non. Ça reste vraiment des sources d'inspiration aussi pour ouais. l'information. Ce sont des historiens de très haut niveau, Mhm. les 3, Ellis, l'anglais, Stacey, le canadien, qui est vraiment excellent, et MacDonald, l'américain. Histoire officielle parce qu'elle est commandée par D'accord. l'armée ou l'armée anglaise, l'armée américaine, l'armée canadienne. Et il y a un cahier des charges consistant à les obliger à parler de chacune des unités, en fait. D'accord. Ce qui les rend par moments un tout petit peu pédestres Mhm. dans leur texte. Mais ils sont sérieux et recherchés. Il n'y a pas de doute. Alors, ils sont aussi un tout petit peu datés, dans le D'accord. sens où ils ont été publiés le dernier en 73, et une partie des archives n'était pas ouverte encore à ce D'accord. moment-là. Archives auxquelles vous avez eu accès, par contre, avec Cédric. En particulier, n'étaient pas ouvertes des archives qui sont les interceptions ultra. Ah oui. Ceux qui ont vu le film Imitation Game sur Alan Turing s'en souviennent, c'est-à-dire le fait que les Alliés décodaient les messages allemands. Et ça n'était pas encore rendu public, donc les historiens n'ont pas pu en profiter. En tirer parti. Ce que vous avez pu faire d'ailleurs, ce qui est plutôt une bonne aubaine, puisque tu m'expliquais aussi que ça représente des sources d'informations qui avaient ou ont disparu pour plein de raisons du côté allemand. Du côté allemand, comme ils sont dans une situation de retraite, de pénurie de papier, de perte de documents, c'est quand même Ouais. pas le truc le plus important quand Qu'on on garde. partir en courant, partir avec tous les papiers. Ouais. Il y a assez peu de documents sur l'Allemagne par rapport à ce qu'il y a par ailleurs, et on a retrouvé énormément de choses en fouillant à Londres, dans les archives Les interceptions. britanniques, dans les interceptions. Excellent. Alors Excellent. là-dessus, donc c'était le seul texte qui était dédié à cette campagne, puisqu'ils sont donc partiels. Hein. Les Français n'ont pas écrit d'histoire officielle. D'accord. Il y a un texte de Delattre qui est une sorte de mémoire un petit peu romancée qui s'appelle l'histoire de la première armée française, Mhm. qui en parle, mais qui est géographique, qui pose beaucoup de problèmes de crédibilité, donc qui n'est pas une source très fiable. Fiable. Et puis à côté de ça, il y a des textes qui, eux, racontent toute la campagne depuis le débarquement. Donc, on a Et il y en a qui sont très bien. Armageddon. Certains toute la guerre. Là, par exemple, tu as en main le livre de Armageddon, le livre C'est ça. de Max Hastings, un historien britannique. Donc, lui, il prend toute la perspective. Il va aussi parler des Russes, il va aussi parler des aspects politiques, énorme, hein. etc. Il a l'avantage, Hastings écrit remarquablement bien, donc c'est vraiment un vrai plaisir à lire, il fait une bonne recherche, mais ça n'est pas, l'aspect militaire est souvent accessoire en fait, parce que il considère que à ce stade, c'est fini. Il reste dans l'hypothèse habituelle qui est de dire, de toute façon, c'est terminé, les opérations n'ont plus beaucoup d'intérêt. Un autre, dans le même genre, qui est, je pense, la meilleure source américaine là-dessus, bien qu'il soit plus vieux, il date du début des années 80. Je le reconnais. Tu le reconnais? Oui, je le reconnais, Eisenhower. Eisenhower. Ah oui, tu reconnais Eisenhower. Oui, pardon, non. je ne connais pas Monsieur Russell F. Wrigley, mais Eisenhower, je reconnais le lieutenant. Eisenhower Lieutenant, donc qui est aussi très bien sur l'armée américaine, qui la documente bien, et qui prend un petit peu le biais qu'on trouve dans ce genre de choses. C'est-à-dire, comme on l'a vu à la fin, finalement, un des rôles majeurs est fait du côté anglais, eh bien, il faut vraiment le chercher attentivement dans ce livre pour voir s'il en parle, quoi. Il en parle un tout petit peu dans un coin, et puis il fait en sorte de le positionner de façon à ce que ce soit inaperçu. Mais sinon, sur les États-Unis, il est bon, il remet en cause beaucoup de choses, il est très critique par rapport à des aspects de commandement, d'armement, etc. D'accord. Et donc sur les Britanniques, très récent, date d'il y a quelques années, très moderne, le Mountisman de John Buckley. Donc ça, c'est un des historiens modernes sur l'armée britannique, qui a bien décomposé ce qui en fait des spécificités, et qui pêche exactement par le pendant de l'américain, c'est-à-dire que il parle très très bien des Anglais, vraiment très bien, un tout petit peu trop, et il n'y a plus que, quoi. Il n'y a plus que, d'accord. Voilà, sur les principales sources D'inspiration, en plus bien évidemment de celles que tu cites, alors parfois avec un codage un peu cryptique,
faut connaître quand ça fait c'est partie des pièces d'archives, Oui, etc. les codes d'archives sont différents. Il faut déjà un petit peu s'y connaître. Et puis on en profite on en pour, reparle. pour représenter un ouvrage, votre premier ouvrage tous les deux, donc, qui était sur une biographie de Montgomery, paru également chez Economica. Ce que j'avais trouvé de bien dans cet ouvrage, c'était la description, on va dire, de la méthode Monty, donc de la préparation de la bataille. De manière donc très stratégique dans sa pensée, dans la profondeur, avec quelqu'un qui sait déléguer à ses subalternes. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement ce dont on a parlé dans la vidéo, c'est la préparation de l'attaque au nord, donc véritable, de la part de Monty, c'est le savoir-faire acquis depuis un certain nombre d'années, depuis qu'il arrive en fait en Afrique du Nord, qui est à l'opposé en effet de manières de procéder beaucoup plus intuitives, comme on peut le voir avec Patton. Et ça, on le retrouve dans l'ouvrage. Bien évidemment, après, il y a une présentation de Montgomery et de son rôle politique après-guerre et du personnage qu'il s'est construit. Mais il y a une chose, dans tous les cas, qui est bien expliquée, parce qu'on a souvent reproché à Montgomery de ne pas être assez fonceur, de ne pas prendre assez de risques. Bon, d'accord, mais on a déjà vu qu'une des raisons, surtout sur la fin de guerre, d'être prudent, c'est que l'Empire britannique est arrivé au bout de ses ressources en hommes, et il ne peut pas se permettre de rentrer dans des boucheries ou de perdre des centaines de milliers de personnes, comme le font d'ailleurs les Russes pour des raisons politiques, notamment sur la prise de Berlin, où là, l'objectif politique l'emporte complètement sur la vie. Donc cet ouvrage insiste sur cette personnalité. Et ce savoir-faire stratégique et opérationnel. Alors là, on était côté bibliographie. C'est ça. On n'a pas cité, on aurait pu aussi faire une petite liste avec tous les films qui en parlent, puisqu'on a vu à différents endroits, les ponts, les barrages. Oui, il y en a un, c'est le pont de Remagen, qui est un film de guerre donc, qui raconte la prise de ce pont avec une connotation très héroïque, puisque prendre le pont, comme on l'a vu, valeur symbolique, franchissement du Rhin, donc c'est la fin de l'Allemagne. C'est un peu ça le message du film. Alors voilà, c'est un film de guerre qui se regarde. C'est pas le meilleur des films de guerre, non, c'est pas le plus dingue non plus sur la Deuxième Guerre mondiale, non mais il y en a eu plein, non mais c'est vrai que, et puis quitte à parler de ça, autant revenir sur un pont trop loin, sur l'opération Market Garden, qui montrait en effet la fin héroïque et catastrophique donc, des parades de la première Airborne, avec là une pléiade de superbes acteurs, et c'est vrai que sinon côté américain, il y a un film, on en parlait rapidement tout à l'heure, celui de Samuel Fuller qui s'appelle Big Red One, qui lui suit plutôt la vie de soldats donc, de cette première division américaine. Et bien évidemment, vous avez la fin de guerre qui se passe lorsque les Américains rentrent en Allemagne, jusqu'à l'épisode tragique de la découverte des camps de concentration. Mais c'est vrai que sur cet aspect-là, dans tous les cas, il n'y a pas eu finalement pas énormément, pas beaucoup de choses qui ont été filmées. Et sur les Français, sur Colmar, Strasbourg, je sais pas, ce sont peut-être des films d'auteur, des choses à changer. Opération Norwind, non, pas particulièrement non plus. Alors évidemment, on a décidé. Sur les Ardennes, par contre, là il y a plein de choses, mais on a décidé de justement ne pas se concentrer sur les Ardennes, ce sera peut-être un alinéa autre. Mais là, bien évidemment, sur les Ardennes, il y a eu énormément de choses, que ce soit en littérature ou en film, avec un film très connu, Bataille des Ardennes, d'ailleurs, avec Étoc. Et en termes de jeu, et en termes ludiques, moi, je te propose, Daniel, de commencer par celui qui nous a servi le plus énorme. Oui, non, mais c'est son. Allez, d'accord. Très bien, allons-y. On va commencer par celui qu'on n'avale pas du tout, mais même comme ça, en ouvrant la bouche gros, non, parce qu'il va vous falloir plusieurs jours, plusieurs personnes, de l'énergie, et puis peut-être même plusieurs tables. Il faut lire les règles aussi. Non, mais monte la boîte, Daniel. Ça, on les explique, oui. Je la sortais. Donc oui, puisque je me double d'être un petit peu wargamer. Donc voici la boîte de ce jeu. Beyond the Rhine, c'est MMP, un éditeur américain. C'est un jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps, il y a un peu plus d'un an. Donc je me souviens, voici à quoi ressemble une planche de pion. On va les mettre en caméra déportée. Déjà, quand on en est là, c'est qu'il faut aimer. Il faut aimer. Et puis quand on voit la taille de la carte, attention les amis, la carte est belle. Quelques pions ont été découpés. Oui. Ça vous donne une idée de ce que ça donne. Là, on est au niveau du bataillon Non, c'est au niveau du régiment, de la division. Mais ça suffit, il y en a tellement. Quoi. Oui, parce que c'est sur l'ensemble du C'est sur l'ensemble du front. Il y a peut-être des bataillons de chars, en fait. Il y en a peut-être quelques-uns. Donc c'est un jeu à l'échelle opérationnelle, il fait partie de la série OCS, qui veut dire Operational Combat Series.
Donc jeu américain qui a mis 10 ans de développement et qui tombe dans la catégorie de monster game, hein. C'est-à-dire que faire le jeu en entier, on a compté tout à l'heure, à peu près je pense qu'il faut 11-12 jours de jeu en faisant que ça et en étant au moins 4 autour de la table, peut-être 5 ou 6 ce serait mieux. Donc c'est un pur jeu si on veut faire tout de convention. Alors, bien sûr il y a plein de façons de faire ça, plus réduites. Oui. Et c'est un jeu pour ceux qui ont l'occasion d'y jouer qui met extrêmement bien en avant le fait que les alliés ont beaucoup de possibilités, mais n'ont pas les moyens de toutes les saisir. Ils doivent absolument choisir où se concentrer. Et si jamais ils commencent à alterner et à essayer de faire des coups tactiques, eh bien la victoire revient mécaniquement aux Allemands. Et ce jeu simule ça. Vous avez vu, la carte, elle nous a servi pendant toute la partie. Tout à fait. On n'a sorti que la moitié de la carte. Hein, là. La moitié. Ah bah, sinon, c'est pas drôle. Voilà, sur OCS Beyond the Rhine. Sachant que tu peux préciser, OCS, c'est une série. Vous n'êtes c'est pas une obligé de série. commencer par ce jeu-là. Il y a des jeux beaucoup plus légers pour vous familiariser avec d'autres théâtres d'opération, mais en conservant et en utilisant Le même ce qu'on corpus de appelle le règles. corpus de règles, bien D'accord. évidemment. Beyond the Rhine étant l'une des plus grosses boîtes Oui, de c'est cette une des série. plus grosses boîtes de cette série, il n'y a aucun doute. Je vais le reprendre. Septembre, Tiens. avril. Donc ça couvre vraiment en plus cette période. Elle couvre exactement cette que vous avez période. étudiée, C'est ça. Qui est, sur laquelle vous avez fait des recherches. En fait, pour ne rien vous cacher, à un moment C'est en donné, jouant à ça? Non, on a contacté, on savait que le jeu était en préparation, donc D'accord. on a contacté le concepteur du jeu lors de notre recherche, parce que souvent les wargamers sont des gens qui creusent le plus les ordres de bataille pour savoir à quel moment se trouve quelle unité, parce que ça les intéresse dans leur simulation. Donc il avait partagé en avance de phase avec nous l'ensemble de ces hypothèses. D'accord, donc ça sert. Enfin, C'est en un tout peu cas, ça. une partie de Beyond the Rhine est aussi dans la campagne Alors, du Rhin. Exactement à l'inverse en termes de taille, un jeu paru dans Vevictis il n'y a pas très longtemps, je Non, crois, Ouais. l'année en dernière. 2015. Ouais, l'année dernière. Jeu sur donc Colmar, Colmar 1945. on en a parlé, donc qui est exactement à l'opposé en termes de format. Alors, je vais vous Vas-y, sortir la voilà. carte. Voilà. Hop, et on va la mettre Voilà. Tu la tournes. directement sur le. Tiens, Germain, je te la mets au centre du plateau. Et voilà, vous la voyez sortir d'un endroit et apparaître de l'autre, j'aime beaucoup. Donc là, du coup, on est en format beaucoup plus réduit, Format puisqu'on beaucoup est plus sur réduit. une grande bataille, Une des opérations. une des opérations. Voici avec Le nombre de pions. le Voilà. nombre de pions qui n'ont pas été découpés. On va voir la ligne bleue, c'est le Rhin, ici les montagnes. Donc Wargame qui se joue, alors qui est beaucoup plus simple et qui permet lui de bien voir aussi en fait l'étroitesse du terrain et la difficulté qu'ont les Français à passer seuls, le fait que les Américains sont vraiment nécessaires pour y arriver. D'accord. Donc ça ça prend quand même, c'est pas un jeu qui se joue en une demi-heure, mais par contre on n'est pas dans le format où ça va prendre plus 3 jours. qu'une après-midi. quoi, D'accord. ça va prendre. D'accord, d'accord. Voilà pour ce jeu. Dans le Vae Victis. Et puis alors, Ensuite, sur des jeux plus stratégiques, un jeu qui avait déjà été présenté dans X-Rules, mais Tout à que l'on fait. retrouve puisque ça reprend en partie. c'est typiquement, c'est même typiquement. Voilà, c'est On y pense le automatiquement. Race to the Rhine des Polonais de Phalanx, donc Ouais. traduit en français chez Asynchron. Et ce jeu, je vais reprendre la carte parce que c'est ce qui nous intéresse pour que. Alors qui est donc dans cette fameuse catégorie que nous avons baptisée les Wartos. Hein, À la limite. voilà, donc sujet historique, des pions qui peuvent être des pions en carton ou des pions en bois. Et là, pourquoi ce jeu est intéressant? Parce que c'est comme Beyond the Rhine, ça débute au moment où les Français ont libéré Paris. Donc nous sommes en septembre 44 et vous jouez contre la mécanique de jeu, donc générant des Allemands et vous êtes en fait dans un coopératif compétitif, c'est-à-dire que le but du jeu, eh bien, ça va être de réussir à franchir le Rhin. Donc on retrouve bien le Rhin avec Ouais, justement comme Arnhem, objectif. avec Düsseldorf, donc tout ce que l'on a vu. Hein. Avec le Sachant port que- d'Anvers, Avec Anvers, avec la récupérer, position importante d'Anvers, tout à et fait. sachant que bien évidemment les Allemands défendent plutôt, on voit cette ligne fortifiée qui est symbolisée ici par ces hexagones qui représentent en fait des sortes de zones fortifiées, c'est la ligne Siegfried. Et l'objectif, c'est d'être le premier lorsque l'on joue Patton à droite, Bradley au centre ou Montgomery à gauche. Donc, bien évidemment, c'est tout l'objet du livre, c'est ce que nous vous avons expliqué, à réussir à franchir le Rhin. Vous pouvez utiliser des parachutistes pour reproduire Market Garden là-bas ou ailleurs. Tout le problème de l'approvisionnement. Le problème de l'approvisionnement qui est au cœur en fait de la jeu. mécanique de ce jeu et donc vous allez devoir assurer vos chaînes logistiques, sachant que vous allez devoir défaire bien évidemment des unités allemandes qui vont apparaître au gré du jeu. Donc ça c'est un jeu qui est très plaisant parce que ça mêle déjà un fort contexte historique. Hein. On ne peut pas imaginer une
mécaniques de jeu sur autre chose que ce jeu-là. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai beau boulot de développement de la part du concepteur sur ce thème. Ensuite, ce qui est très intéressant, c'est que t'es mon copain, mais je vais quand même pas faire en sorte que tu gagnes. Donc ça, c'est un état d'esprit. Il y en a qui aiment bien. Hein. Mais c'est doublement étonnant. C'est-à-dire que pour y avoir joué sans avoir forcément le bagage historique que tu nous as apporté, que vous nous avez apporté avec Cédric, au moment même où vous racontez, après avec toutes les petites anecdotes réalistes, on n'y croit même pas. Là, on se dit, oui, bon, alors c'est un jeu, on fait la course entre les trois. Ils sont allés, Et ben non, au final, historiquement parlant, les petites anecdotes nous montrent à quel point c'est réel. C'est étonnant. Donc c'est la deuxième réalisation, c'est le deuxième succès de ce jeu, c'est de se replacer dans un contexte, en effet, on va dire presque politique entre les généraux d'armée de cette époque. Ouais. Et la troisième raison pour laquelle je considère que ce jeu est excellent, c'est que vous avez une véritable technique de jeu. Donc inutile de vous dire que si vous jouez avec deux vieux briscards qui ont déjà fait quelques parties, vous allez voir un petit sourire aux lèvres et vous dire ouais vas-y fais ça, ouais, je fais trop bien. Non mais attends. Et je pense que vous ne gagnerez pas et vous allez en revanche apprendre des leçons et il y a une vraie profondeur de jeu. Donc c'est pas un jeu dont on fait le tour en deux parties. On découvre des choses et en plus évidemment en fonction des autres joueurs, les parties sont différentes. Donc voilà, c'est un bon succès et ça tombe en fait dans le cadre de notre étude. Tout à fait. Ça c'était chez Race to the Rhine, chez nos amis de Phalanx. Et enfin le dernier jeu, alors là aussi à une échelle on va dire stratégique, c'est un jeu là encore polonais de Leonardo Games, un jeu qui s'appelle Race to Berlin. Donc c'est pas les mêmes, dis donc. C'est pas les mêmes, c'est et pas les mêmes. Pourtant, alors celui-ci, je l'ai pas encore découvert, ouais, ce sera peut-être un prochain. Mais tu nous as dit que tu viendrais nous le. Hein voilà, mais dans tous les cas, j'ai un peu suivi. C'est un jeu qui a bonne presse et qui se joue lui en duel. Donc rien à voir avec le jeu précédent, même si le titre s'en approche. Vous avez d'un côté un joueur qui va jouer le russe et qui part donc de la situation de l'armée russe à fin 44. De l'autre côté, vous avez un joueur qui joue l'américain et qui part donc de cette fameuse situation, c'est-à-dire donc presque sur le Rhin que vous découvrez en fait avec ces rectangles bleus. Ici, vous avez la Vistule. L'allié partant également du nord de l'Italie en s'appuyant sur le Pô. Et le but du jeu pour les deux joueurs va être, pour le coup, de réussir en fait à prendre des objectifs de victoire qui sont symbolisés en fait par ces aigles rouges ou bleus et d'aller en effet se retrouver à Berlin, d'être le premier arrivé à Berlin. Donc on a vu que historiquement cela ne s'est pas fait. On a vu pour quelle raison ça ne s'était pas fait, puisque les Américains ont lâché Berlin et l'ont abandonné aux Russes sans divergence politique finalement. Mais dans ce jeu, il faut se retrouver à Berlin qui est à peu près au centre du plan de jeu. Et la particularité, c'est que vous allez jouer le joueur allemand qui se retrouve face à votre adversaire pour forcément lui pourrir la vie et vice versa. Ce qui fait que ça, c'est un système de jeu qui a déjà été vu dans d'autres jeux qui est assez intéressant. C'est que vous essayez de faire de votre mieux pour passer, l'autre évidemment essaie de faire de son mieux pour passer et le jeu là encore utilise, quoi qu'il en soit, la notion de ressources et en fait d'implication des forces. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire, on a de la ressource, on sait qu'on va y arriver, on sait qu'on va repousser également, mais on ne peut pas tout faire. Et c'est justement votre adversaire qui va avoir déployé son intelligence pour être le meilleur Allemand possible. Ouais. Donc c'est un jeu stratégique, comme vous le voyez, à zone, où l'on va jouer quelques armées. Donc ce sont les pions qu'on a retrouvés durant la mission, puisque nous les avions utilisés. Oui. Et ça, c'est un jeu qui est donc à bonne presse, on en saura sans doute plus, mais c'est l'un des rares jeux de Warto qui traite encore de la période. Tu sais sur combien de temps dure la partie? Je crois que on est sur 3 heures, 3 heures. On est quand même sur du Warto costaud. Ouais, mais c'est comme Race to the Rhine. Mais mais là encore, je pense qu'il y a une profondeur dans la manière de jouer qui le rend intéressant. Ouais. Race to Berlin 1945. Et ça, c'est un jeu qui a été sorti l'année dernière chez ASN. Voilà. Donc ça se trouve encore, c'est ce que je veux dire. On n'a pas entendu parler d'une possible version française? Non, je crois que non. Moi, j'en suis pas. Non. Je me demande. Bon. Du coup, Daniel, Beyond the Rhine, le Colmar 45, toi, c'est des jeux que toi aussi tu as. Ah, moi, je suis un wargamer aussi. Ouais. Donc Beyond the Rhine, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer parce que j'ai pas exactement eu les 10 jours avec les adversaires pour ça. Mais c'est parce que tu faisais beaucoup de recherches et tout. Bon, maintenant que la recherche est finie, non, tu en as un autre en préparation. Je suis toujours en train de. D'accord. Non, oui, pas mal de wargames. C'est ce qui m'a amené en fait à l'histoire, curieusement. D'accord. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, du coup, le prochain livre historique que tu écriras en préparation, il est sur quel thème, du coup? Pas tout de suite? Pas tout de suite. Pas tout de suite. Oh, j'ai failli avoir un truc. Ah, dommage. En revanche, moi, je me permets de balancer une info, mais s'il n'est pas autour de nous, puisque Cédric aussi travaille sur un livre qui, en fait, traitera de l'Africa Corps.
Donc genèse, origine, combat, fin de l'Africa Corse. Et donc c'est un livre qui devrait paraître chez Perrin l'année prochaine. Et là, on retombe dans les premières amours de Cédric. Comme il le disait tout à l'heure, il aime bien il préfère le show. Voilà, les légionnaires, les tatoués, bon, enfin les rapports entre hommes au fin fond du Djebel. Bref, il nous racontera ça un jour. Vous aurez peut-être l'occasion d'ailleurs de réécrire d'autres bouquins conjointement. Certainement. Parce que c'est déjà le deuxième. On aura plaisir à vous recevoir. C'était tout ce qui concerne la bibliographie et la ludographie autour de cette campagne du Rhin de septembre 44 jusqu'à avril 1945. Merci encore une fois, Daniel, de nous avoir apporté et ses sources et ses connaissances. Guillaume, la prochaine fois, c'est moi qui t'explose à n'importe quel jeu. Bonne chance. Allez, hein. Ouais, sans rancune. À vous de jouer.